Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à vivre un choc émotionnel d'une rare intensité. Nous allons plonger ensemble dans l'épisode 371 de Plus belle la vie, encore plus belle, diffusé ce mardi 8 juillet 2025 sur TF1. Un épisode bouleversant, noir, brutal qui marque un tournant tragique dans l'histoire du Mistral. Ce jour-là, tout bascule. Un coup de feu retentit au pavillon des fleurs. Samuel, que l'on croyait sur la voie de la guérison, est retrouvé gisant dans une mare de sang. Tandis que Morgan lutte désespérément pour le maintenir en vie, Idriss et Patrick déclenchent une véritable chasse à l'homme pour retrouver Lenny, le tireur présumé. Pendant ce temps, Jennifer, Barbara, Gabriel et tous les proches de Samuel s'accrochent à un mince espoir jusqu'au verdict terrible, glaçant, irréversible: Samuel ne survivra pas. Dans cette vidéo, on revient en détail sur cette journée tragique, sur la tension extrême, sur l'effondrement de Jennifer, et sur le deuil qui va s'abattre sur le Mistral tout entier. Un épisode qui laissera des traces profondes. Installez-vous, respirez un bon coup, et préparez-vous à revivre un moment télévisé d'une intensité rare. Dans Plus belle la vie, encore plus belle, l'épisode qui s'annonce s'habille de noir. Un souffle dramatique parcourt le pavillon des fleurs, glaçant tout sur son passage. Ce qui n'était encore qu'une inquiétude sourde se transforme en véritable cauchemar. Tout commence par un bruit sourd, comme un choc brutal contre le sol. Blanche et Luna, déjà tendues par les tensions récentes, se figent. Le silence qui suit est plus assourdissant encore. Un silence qui annonce l'irréparable. Idriss et Morgan accourent. L'angoisse monte d'un cran dans le regard de Morgan. Ils montent les marches deux à deux, pressés, haletants, le cœur en alerte. Et là le choc. Dans l'appartement, Samuel est allongé, inconscient, baignant dans son sang. Il a reçu une balle. La scène est d'une brutalité glaçante. Morgan, infirmière de métier, mais avant tout amie, se précipite, les gestes précipités, tremblants. Elle tente de stopper l'hémorragie, mais le sang coule trop vite, trop abondamment. Elle murmure, les larmes aux yeux. Samuel, reste avec moi, je t'en supplie. Mais il ne répond pas. Idriss, quant à lui, prend immédiatement le relais tactique. Il compose les urgences, donne l'adresse avec précision, puis se lance à la recherche de Lenny, en fuite. Le regard chargé de colère et de peur. Pendant ce temps, Morgan s'effondre à genoux, les mains pleines de sang, le souffle court. C'est plus qu'un collègue qui gît là. C'est un frère d'armes. Un homme qui se battait pour sortir la tête de l'eau. Un homme qu'elle croyait sauvé. Luna, qui vient d'arriver avec Blanche, est pétrifiée. Elle se tourne vers Morgan. Il va s'en sortir, hein? Morgan, dis-moi qu'il va s'en sortir. Mais Morgan ne dit rien. Elle pleure. Parce qu'en cet instant elle ne sait plus. Et tout le monde sent que la vie de Samuel ne tient plus qu'à un fil. L'alarme a retenti, et cette fois, le temps est compté. Les secours arrivent enfin au pavillon des fleurs. Leur regard croise celui de Morgan, encore à genoux, les mains en sang. Elle s'écarte à peine, bouleversée, tandis que les brancardiers se précipitent vers Samuel, blessé par balle à l'abdomen. La tension est maximale. L'un des médecins lâche à voix haute. On a une hémorragie massive, pouls filant, tension en chute libre. On l'intube tout de suite. Samuel est en train de glisser. La mort rôde. Morgan tente de rester debout, mais vacille. Luna la rattrape, bouleversée, alors que Blanche, livide, reste figée, le regard perdu dans le vide. Pendant ce temps, Patrick Nebou entre en scène. Il n'est plus l'époux inquiet ou l'ami compatissant, c'est le commandant de police, en état d'alerte absolue. Il prend son téléphone et prévient toutes les unités. On a un homme armé en fuite, potentiel récidiviste, tireur sur un officier de police. Je veux un périmètre bouclé autour du quartier. Il appelle Jean-Paul Boé. Boé, je veux que toi et Ariane soyez sur le terrain immédiatement. On cherche Lenny, brun, la trentaine, un M80, dangereux et potentiellement armé. À l'autre bout du fil,
Boé comprend instantanément la gravité de la situation. Il échange un regard tendu avec Ariane. Il a tiré sur Samuel, murmure-t-il, la mâchoire serrée. Ariane réagit au quart de tour. On va le trouver. La chasse à l'homme est lancée. Et dans l'ambulance, la vie de Samuel ne tient plus qu'à un fil. Le calme après la tempête, mais il est trompeur. Dans une ruelle peu fréquentée, Ariane et Boé progressent prudemment, l'arme au poing. Soudain, un frisson parcourt leurs épidermes. Lenny est là, seul, en train de déambuler dans la rue, l'air déconnecté de la réalité, comme perdu dans un brouillard épais. Il tient toujours son arme. Boé murmure à sa collègue. Il a l'air ailleurs, complètement paumé. Pas un cri. Pas un geste brusque. Ariane s'avance lentement, les mains visibles. Elle parle avec calme, posément, presque comme à un enfant. Lenny pose le fusil. Tu n'es plus en danger. Samuel est à l'hôpital, il est pris en charge. Mais toi, il faut que tu poses cette arme, maintenant. Un long silence. Lenny baisse enfin les yeux vers l'arme. Son regard est vide, sans haine, sans peur, presque comme s'il ne comprenait pas ce qu'il tenait entre les mains. Puis, dans un geste aussi lent que pesé, il dépose le fusil à terre. Ariane avance, lui passe doucement les menottes, pendant que Boé reste en couverture. Voilà. C'est terminé, Lenny, lui glisse Ariane d'une voix douce, presque maternelle. Mais ce qui frappe, c'est le regard hagard de Lenny. Un regard éteint, absent. Comme si son esprit avait fui très loin, incapable de saisir l'ampleur de ce qu'il vient de faire. Boé échange un regard inquiet avec Ariane. Tu crois qu'il savait ce qu'il faisait? Ariane répond simplement, en fixant Lenny. Franchement, j'en suis pas sûre du tout. L'émotion est à son comble, la peur prend le dessus. Jennifer, livide, débarque en trombe au bar du Mistral, les mains tremblantes. Ses yeux cherchent désespérément Barbara. J'ai entendu un bruit sourd comme une détonation et depuis, plus rien? Sa voix est brisée. Elle montre son téléphone, elle a laissé une dizaine de messages à Samuel, sans réponse. Chaque seconde de silence lui semble un cauchemar de plus. Barbara tente de la calmer, mais l'inquiétude gagne elle aussi. Respire, on va au commissariat. On aura peut-être des infos. Elle fonce. À peine entrée, Jennifer se précipite sur Patrick Nebout, à bout de souffle, presque incapable de formuler sa question. Samuel, vous avez eu des nouvelles? Il répond pas, il s'est passé quelque chose? Le regard de Patrick est grave, ses mots tombent comme un coup près. Samuel est en route vers l'hôpital. Il est conscient, mais quelqu'un lui a tiré dessus. Jennifer reste figée. Son souffle se coupe net. Barbara, derrière elle, pose une main sur son épaule, mais Jennifer chancelle, incapable d'assimiler la violence de l'annonce. Non, non, c'est pas possible. Patrick hoche doucement la tête, compatissant. Il est entre de bonnes mains. Mais c'est grave. Jennifer, en larmes, répète à voix basse, comme une prière. Il peut pas me laisser, pas maintenant. Son regard se perd dans le vide, envahi par la peur de le perdre pour de bon. Au Mistral, l'ambiance est soudainement lourde. Gabriel, debout près du comptoir, sent son cœur se serrer quand Thomas s'approche avec un air grave. Jennifer est au téléphone avec Samuel, elle a entendu une détonation. Les mots frappent Gabriel de plein fouet. Quoi? Une détonation? Il pâlit. Sa main tremble légèrement alors qu'il sort son téléphone. Avant même qu'il ait pu composer un numéro, Myrtha arrive à son tour, essoufflée. Je viens d'avoir Luna et Blanche. Ils ont entendu un coup de feu là-bas, au pavillon. C'est peut-être Samuel. Le silence qui suit est pesant. Gabriel fixe son écran, la gorge nouée. Il compose aussitôt le numéro de Samuel. Une sonnerie 2-3 mais pas de réponse. La tension monte, ses doigts tremblent, il raccroche, puis laisse un message. Samuel, c'est Gabriel. Rappelle-moi tout de suite, s'il te plaît. Dis-moi que tu vas bien. Je t'en supplie.
Il raccroche et baisse lentement le téléphone. Son regard croise celui de Thomas. Aucun mot n'est nécessaire, l'inquiétude est totale. Quelque chose de grave est peut-être arrivé et l'attente devient insupportable. Au commissariat, l'atmosphère est pesante, presque irréelle. Gabriel pousse la porte d'un pas précipité, le souffle court. Dès qu'il entre, ses yeux cherchent Jennifer. Elle est là, assise sur un banc dans le hall, le visage blême, les mains serrées autour de son téléphone. À côté d'elle, Barbara tente de la réconforter, mais ses mots peinent à l'atteindre. Quand Gabriel s'approche, Jennifer se lève d'un bond. C'est vrai, Gabriel. Il s'est fait tirer dessus. Sa voix tremble, brisée par le choc. Gabriel reste figé un instant, incapable de répondre. La balle l'a touché au niveau de la poitrine. Un silence terrible s'installe. Gabriel ferme les yeux une seconde, tentant de contenir l'émotion qui le submerge. Il pose une main sur l'épaule de Jennifer, mais elle recule d'un pas, au bord des larmes. Je peux pas croire qu'il meurt. Sa voix se brise. Il allait mieux, tu comprends? Il faisait des efforts, il voulait s'en sortir. Barbara retient ses larmes, posant doucement sa main sur le bras de Jennifer. Les secours sont intervenus à temps, il est fort, Jen. Il s'accroche. Mais Jennifer secoue la tête, le regard perdu. J'ai un mauvais pressentiment. C'est comme s'il me disait au revoir. Gabriel, la gorge nouée, tente de rassembler ses forces. Non, Jennifer. Tant qu'on n'a pas de nouvelles claires, on y croit. Samuel est un battant. Il a tenu jusqu'ici. Il tiendra encore. Mais au fond de lui, même Gabriel sent le vertige du doute, de la peur, de l'impuissance. Tout le monde retient son souffle. Chaque minute sans information devient une éternité. À l'hôpital, dans les couloirs du service des urgences, Jennifer s'effondre en larmes contre l'épaule de Gabriel. Ses sanglots sont déchirants, presque enfantins, comme si elle ne parvenait plus à contenir la peur qui la ronge. J'ai trop peur, Gabriel, j'y arrive pas. J'ai peur qu'il meure. Gabriel l'entoure doucement, d'un geste protecteur. Viens. On va y aller ensemble. Il faut qu'on soit là, pour lui. Main dans la main, ils quittent le commissariat en silence, chacun noyé dans ses pensées, dans l'angoisse de l'inconnu. À l'hôpital, Morgane est assise, le regard vide, les mains encore tachées de sang séché. Ariane s'approche doucement, comme si un bruit trop fort pouvait briser ce fragile équilibre. Morgane tourne la tête vers elle, les yeux rougis. Il est en train d'être opéré. Elle ravale un sanglot. Il était inconscient, mais juste avant qu'on le fasse entrer au bloc, il a ouvert les yeux. Quelques secondes. Il m'a regardé. Sa voix s'étrangle. Et puis plus rien. Ariane s'accroupit à sa hauteur, la regarde droit dans les yeux. Tu lui as sauvé la vie, Morgane. Mais Morgane secoue la tête. Non. J'ai paniqué. J'ai peut-être pas fait les bons gestes. Elle tremble de tout son corps. J'ai passé les minutes les plus longues de ma vie. Il y avait tellement de sang. Je ne savais plus. Un silence lourd tombe entre elles. Ariane, d'une voix douce mais ferme, pose sa main sur celle de Morgane. Tu es infirmière. Tu as fait ce que tu as pu. Et grâce à toi, il est encore en vie. Mais Morgane ne parvient pas à se pardonner, pas tant que Samuel ne sera pas sorti du bloc opératoire vivant. Au Mistral, l'ambiance est lourde, inhabituellement silencieuse. La nouvelle de la fusillade s'est répandue comme une traînée de poudre et chacun tente de gérer l'inquiétude à sa manière. Barbara est assise au comptoir, le regard dans le vide, une tasse de café à moitié pleine entre les mains. À côté d'elle, Thomas s'affaire sans conviction, essuyant 2 fois la même table déjà propre. Il jette régulièrement un œil vers l'entrée, comme s'il espérait voir Samuel pousser la porte du bar, comme avant. Jawad est là lui aussi, bras croisés, adossé au bar, le visage grave. Il s'en sortira, c'est un flic solide. Mais personne ne répond, pas parce qu'ils ne sont pas d'accord, mais parce que les mots manquent. Luna entre alors, l'air fatigué,
visiblement chamboulée. Elle s'approche doucement. J'étais à l'hôpital. Il est encore au bloc. Jennifer est effondrée mais elle tient. Un silence épais retombe. Puis Myrtha, assise un peu à l'écart, se lève lentement. Elle s'adresse au groupe avec douceur, mais une détermination tendre dans la voix. Je vais aller déposer un cierge. Pour lui. Pour qu'il s'en sorte. Barbara la regarde, les yeux brillants. Merci, Myrtha. Myrtha esquisse un petit sourire. Quand la médecine fait tout ce qu'elle peut, parfois il faut laisser une chance au ciel. Elle prend son sac, traverse lentement la place du Mistral dans cette lumière de fin de journée qui n'a rien de rassurant. Dans son cœur, une seule prière, que Samuel survive. Que la vie gagne, cette fois encore. Au commissariat, l'interrogatoire est tendu. Boé fait face à Lenny, toujours menotté, silencieux, le regard perdu dans le vide. Il lui montre une photo de Samuel, celle prise lors de son dernier passage au groupe de parole. C'est lui que tu as blessé, Lenny. Tu le reconnais? Mais Lenny ne réagit pas, ses yeux sont vides, presque translucides. Il ne scie pas. Il ne semble même pas comprendre ce qu'on lui dit. Boé insiste, hausse légèrement le ton. Il est entre la vie et la mort. Tu réalises ce que t'as fait? Toujours rien. Pas un mot. Pas un geste. Rien qu'un mutisme profond et une absence totale de réaction. Patrick, qui observe la scène derrière la vitre sans teint, entre dans la salle d'interrogatoire. Il fait signe à Boé de sortir un instant. D'un ton ferme, mais contenu, il s'adresse ensuite à Lenny. Monsieur, je suis le commandant Nebou. Nous allons faire venir un médecin. Vous ne semblez pas en état de répondre à nos questions. Toujours ce silence oppressant, ce vide dans les yeux de Lenny. Il est comme déconnecté de la réalité, presque figé dans une autre dimension, comme s'il n'était déjà plus là. Sorti de la pièce, Patrick donne ses instructions à Ariane. Il faut une évaluation psychiatrique immédiate. Ce type n'est pas dans son état normal. Il faut savoir s'il relève encore de la justice ou de la médecine. Ariane hoche la tête, inquiète elle aussi. Je vais appeler le psy de garde. Mais vu son état, il va probablement être interné. Un silence pesant s'installe entre eux. Lenny est peut-être responsable, mais quelque chose cloche. Et le plus inquiétant c'est que personne ne comprend encore ce qui l'a poussé à tirer. À l'hôpital, tout s'effondre. Dans la salle d'attente, Gabriel et Jennifer sont debout, figés, blêmes, comme suspendus dans le temps. Les bruits des couloirs, les annonces dans les haut-parleurs, les pas pressés des infirmiers tout semble lointain, irréel. Et puis Bahram arrive, le visage fermé, les yeux brillants. Il s'approche lentement. Jennifer, immédiatement, sent que quelque chose ne va pas. Bahram? Il ne dit rien tout de suite. Il avale difficilement sa salive, puis d'une voix basse, brisée, il murmure. Je suis désolé. On a tout tenté mais Samuel n'a pas survécu. Un silence de plomb tombe. Jennifer recule d'un pas, comme frappée en plein cœur, les lèvres entr'ouvertes, sans qu'aucun son ne sorte. Non non, c'est pas possible. Elle secoue la tête, comme si le refuser allait suffire à annuler la réalité. Il allait mieux. Il avait franchi un cap. Il devait s'en sortir. Gabriel ferme les yeux, profondément touché. Lui aussi encaisse la nouvelle, les poings crispés, la douleur au fond de la gorge. Il tente de se contenir pour Jennifer, mais ses traits sont tirés par le chagrin. Jennifer, elle, s'effondre au sol, incapable de rester debout. C'est pas juste, c'est pas juste. Elle éclate en sanglots, des sanglots profonds, irrépressibles, comme si son cœur venait de se déchirer à main nue. Bahram se baisse à son niveau, tente de la soutenir. Il s'est battu. Jusqu'au bout. Mais rien ne pourra combler ce vide désormais. Samuel n'est plus là. Et avec lui, s'envole un espoir, un combat, un amour encore fragile mais profond. Il est parti et le Mistral, ce soir-là, ne soufflera plus jamais de la même manière. Jennifer entre lentement dans la chambre mortuaire.
Chaque pas est un supplice. Ses jambes tremblent, son souffle est court. À quelques mètres du lit, elle s'arrête, comme figée. Puis, avec une infinie lenteur, elle avance, jusqu'à être face à lui. Samuel repose là, le corps recouvert d'un drap blanc. Le silence est total. Aucun bruit, sauf les sanglots étouffés de Jennifer. Elle tend la main, hésite puis soulève délicatement le drap, dévoilant son visage. Et là, le monde s'écroule. Mon amour, murmure-t-elle, la voix brisée. Ses larmes coulent sans fin. Elle caresse sa joue du bout des doigts, comme pour imprimer à jamais la douceur de sa peau. Mais elle sent déjà le froid. Ce froid terrible de l'absence. Ce froid irrévocable de la mort. Tu m'avais promis de t'en sortir. Tu m'avais dit que tu allais mieux. Elle s'écroule sur lui, pose son front contre le sien, comme pour encore une fois, ne faire qu'un. Ses sanglots deviennent plus forts, plus profonds. Elle crie en silence, les épaules secouées par la douleur. À l'entrée de la pièce, Gabriel retient à peine ses larmes. Ses yeux rougis sont rivés sur la scène. Bahram est juste derrière, la tête basse, dévastée. Tous les deux restent là, en retrait, comme des témoins impuissants d'une douleur trop grande, trop intime. Gabriel finit par pleurer. Il laisse couler ses larmes, dignement. Parce qu'il savait. Parce qu'il l'avait vu lutter. Parce que malgré tout, Samuel était un frère d'armes, un homme bon, un homme brisé qu'ils n'ont pas pu sauver. Le silence se fait lourd. Samuel est parti. Et rien, plus rien, ne sera jamais comme avant. Cet épisode 371 restera sans aucun doute comme l'un des plus tragiques de Plus belle la vie, encore plus belle. La mort de Samuel, cet homme en lutte contre lui-même, en quête de rédemption, laisse un vide immense. Un vide dans le cœur de Jennifer, de Gabriel, de Morgane, de tout le Mistral et dans le cœur des téléspectateurs. Alors que le rideau tombe sur ce drame, une question demeure, comment les personnages vont-ils surmonter cette perte? Jusqu'où ira la douleur de Jennifer? Et surtout, que nous réserve la suite? Pour ne rien rater des prochains épisodes, pensez à vous abonner, à liker cette vidéo si elle vous a touché, et à partager votre ressenti en commentaire. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour un nouvel épisode.